Le 7 octobre 1997, un homme âgé de 87 ans s'est installé dans le wagon de première classe du TGV qui relie Paris à Bordeaux. À quoi peut bien penser cet homme au soir de sa vie alors qu'il fonce vers son procès? Un procès exceptionnel, un procès pour crime contre l'humanité. Bonjour, le procès Papon, jour J-1. Ce soir, l'ancien secrétaire général de la Demain, à 14h, Maurice Papon franchira les portes de la cour d'assises. 87 ans aujourd'hui, ancien ministre, ancien pour complicité de crimes contre l'humanité, impliqué dans l'arrestation et la déportation vers les camps de la mort de plus de 1500 juifs. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. 1650 juifs ont été arrêtés. Papon a participé au transfert des internés pour en être déportés. Au bout de ces convois, il y avait la solution finale. Ce qu'on reproche à Maurice Papon, c'est un crime de bureau. C'est-à-dire c'est un homme qui est dans son bureau à la préfecture et qui met un coup de tampon sur des décisions qui auront des conséquences dramatiques. Moi, j'ai 8 personnes de ma famille déportées à Bordeaux, aucun rescapé. Quand Maurice Papon arrive à la veille de l'ouverture du procès en TGV à la gare de Bordeaux, je vois arriver le TGV au milieu d'une foule impressionnante. Le quai était noir de monde, des journalistes, des techniciens du son, des caméramans. C'était une cohue indescriptible. Et ironie du sort, il arrive à la gare Saint-Jean. C'est-à-dire qu'il arrive là d'où partaient les convois. Une petite sœur, Nelly, avait 5 ans. Rachel en avait 2. Mon père donc n'est jamais revenu, ma sœur non plus. Je ne savais pas que mes parents avaient disparu. J'ai cru, petite fille, qu'ils m'avaient abandonnée. Elle monte dans une voiture et direction la prison de Gradignan. C'est très impressionnant. On était dans la voiture derrière avec des officiers de sécurité, Jean-Marc Barrault, moi, plein de journalistes sur des motos, avec des caméras. On est face à la grande porte de métal de la prison de Gradignan qui s'ouvre comme ça lentement pour laisser pénétrer sa voiture. Il est accueilli sous les huées, sous les insultes. On entend des Maurice Papon à mort. Et moi j'ai vu sa cellule. C'est rare qu'un avocat voit la cellule de son client. C'était pas la prison 4 étoiles, c'était pas un quartier VIP, c'était une simple cellule. 601, si mon souvenir est bon, le numéro de sa cellule. Sur la table, on va dire c'est une table de nuit, enfin une petite table branlante en bois à côté, il a 2 photographies. À gauche, sa femme, Paulette, et puis à droite, le général de Gaulle. 2 photos comme ça, qu'il le regarde dans son intimité carcérale. Ça m'a choqué. Ça m'a frappé. On est très loin de Vichy et du pétainisme. Moi, je le regarde et je me demande ce qu'on a à l'esprit, évidemment, à un moment comme ça. Il m'a dit, quand j'entre en prison, je pense que j'en sortirai jamais. Que les jeux sont faits d'avance. Et que je serai condamné. Parce que pression médiatique, volonté politique, la trilogie Barbie, Touvier, Papon. Pour lui, il y a une mécanique qui est en marche. Tout est en place. C'est en effet le 3e procès pour crime contre l'humanité qui se déroule en France, après celui du nazi Klaus Barbie et du milicien Paul Touvier, tous 2 condamnés à perpétuité. Le procès Papon va ainsi prolonger une décennie de justice à travers laquelle la France a frontalement exploré son histoire la plus sombre. L'affaire Papon a débuté durant l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 1981. Le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, n'a que 700 000 voix d'avance sur son adversaire socialiste, François Mitterrand. Le lendemain du débat entre les 2 finalistes, le Canard enchaîné publie un article qui va faire l'effet d'une bombe.
Le titre est saisissant. Papon, aide de camp. Ça sidère beaucoup de gens, y compris dans le milieu journalistique. Et vraiment, volontairement, on avait fait un article qui était modéré, mais qui raconte tout, y compris le fait que c'est lui qui avait autorité sur les affaires juives. À quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, Maurice Papon, discret ministre du budget de Giscard d'Estaing, se retrouve soudain sous le feu des projecteurs. La parution de l'article dans le Canard enchaîné entre les deux tours de l'élection présidentielle de 1981, il n'est pas dû au hasard. Il est une cible politique et médiatique. C'est l'équipe de campagne de François Mitterrand qui a intrigué en direction du Canard enchaîné. Et donc cette publication vise évidemment à déstabiliser la candidature de Valéry Giscard d'Estaing. C'est le top départ, si l'on peut dire, de l'affaire Papon. Les révélations du Canard enchaîné trouvent leur source dans les archives de la préfecture de Gironde, où un historien bordelais a découvert le passé de Maurice Papon durant l'occupation allemande. Des papiers extraordinaires qui dormaient là depuis la fin de la guerre, d'un seul coup, comme des feuilles s'envolent au vent, ont révélé des choses terribles. Ces documents vont servir le combat de Michel Slitynski, qui, depuis la fin de la guerre, cherche à faire juger les responsables de la déportation de sa famille. Voilà, les endroits où il classait les fichiers et les dossiers. Voilà. Alors, je dois rappeler, monsieur Slitynski, que vous n'avez jamais revu ni votre père, ni votre sœur. Pardon, ni mon père, ni mon frère et ni ma tante. Et que je suis rescapé, mais dans le quartier, enfin dans Bordeaux, le deuil de la communauté israélite est important, vous l'avez rappelé tout à l'heure, puisqu'il y a eu en réalité 1600 victimes, dont 223 enfants. Soutenu par l'avocat Gérard Boulanger, des familles de victimes s'agrègent et déposent les premières plaintes contre Maurice Papon. Lorsqu'on sait qu'on va pouvoir mettre un nom sur les coupables qui ont réalisé les déportations de nos familles, à ce moment-là, on y va. On est bien décidé à aller jusqu'au bout. Quelques mois plus tard, Serge Klarsfeld, l'homme qui traque inlassablement les anciens nazis, rejoint la procédure. Il y a des documents dans le dossier, il y a des dizaines de documents qui montrent l'organisation des rafles, qui montrent comment M. Papon a pris part, et une part tout à fait importante, à l'organisation de ces rafles. Le combat qui s'engage est celui du pot de terre contre le pot de fer. Car en 1981, Maurice Papon est un homme puissant. En près de 40 ans, il a adroitement et efficacement construit une carrière sans faille, traversant tous les régimes au service du pouvoir en place. Le général de Gaulle, en bon ouvrier de la victoire, accomplit son tour de France. Sur ces images de la libération de Bordeaux, Maurice Papon n'est qu'à quelques mètres du général de Gaulle, le chef de la France libre. Il sait que ce sera lui désormais, le nouvel homme fort du pays, et cherche à se placer dans son sillage. Il devient ainsi le directeur de cabinet de Gaston Cousin, délégué du gouvernement nommé par de Gaulle, en faisant valoir ses actions tardives pour la résistance. À la Libération, on ne parle pas de la déportation des Juifs. On n'en parle pas. On ne veut pas en parler. On les masque. On réécrit d'une certaine façon l'histoire. Ça, c'est l'histoire des nazis. La France de Pétain n'a jamais été complice de tout ça. À la Libération, c'est la politique de collaboration engagée par Vichy que la Haute Cour de justice décide de juger. Des dizaines de procès sont menés. Celui de Philippe Pétain, chef de l'État français, de Pierre Laval, chef du gouvernement, de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, de René Bousquet, chef de la police, ou encore d'Amédée Bussière, le préfet de police de Paris. Les hauts fonctionnaires, les exécutants seront eux moins inquiétés. De Gaulle, qui entame la reconstruction du pays, a besoin de compétences, de personnel qualifié sachant faire fonctionner l'État. De Gaulle, son urgence, c'était de remettre en place rapidement une administration française. Et il était peu regardant sur les gens qu'ils allaient chercher dans l'ancienne administration, dans l'administration pétainiste. Ainsi, Maurice Papon gravit sereinement tous les échelons de l'administration
jusqu'à décrocher le poste le plus prestigieux de la préfectorale. En 1958, il est nommé préfet de police de Paris. Lors de son retour au pouvoir, le général de Gaulle le maintiendra dans ses fonctions durant 8 ans, un record doublé d'une Légion d'honneur remise par le chef de l'État lui-même. Ça va être très important pour Papon, ça, parce que Papon, lui, dira toujours « c'est de Gaulle qui m'a choisi ». C'est un très 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 bon haut fonctionnaire. Et en plus, il a la réputation d'être un préfet à poigne. Ce zèle, le préfet Papon le met au service du maintien de l'ordre durant la guerre d'Algérie. Le 17 octobre 1961, il ordonne une répression sanglante contre les Algériens qui manifestent, faisant plus d'une centaine de morts. C'est encore lui qui ordonne la plus grande fermeté lors des manifestations contre les violences de l'OAS le 8 février 1962. 9 manifestants seront tués par la police au métro Charonne. Malgré le fait qu'il y ait eu des morts, de nombreux morts dans ces manifestations, il reste en poste. Mais Maurice Papon ne veut pas seulement servir le pouvoir, il veut l'exercer. Pour cela, il faut entrer en politique. Élu maire, puis député, il gagne la présidence de la prestigieuse commission des finances de l'Assemblée nationale. Mais il veut aller plus loin. Et en 1978, il fait son entrée au gouvernement comme ministre du budget. Sa carrière le montre, c'est un caméléon. Quand il faut être du parti radical centre-gauche, plutôt proche des socialistes, parce qu'à la fin des années 30, c'est comme ça, les radicaux sont proches des socialistes, il est proche des socialistes. Quand il faut être pétainiste, il est pétainiste. Quand il faut être gaulliste, il est gaulliste. Et quand il faut être giscardien, il est giscardien. Toujours au service de ses propres intérêts, de sa carrière. Maurice Papon, ancien ministre du gouvernement Barre et ancien préfet, a été cet après-midi inculpé par le doyen des juges d'instruction de Bordeaux pour crime contre l'humanité. 10 familles, vous le savez, ont porté plainte contre lui. Il est accusé d'avoir prêté la main à l'arrestation et à la déportation de 1690 juifs. C'est pas quelqu'un qui fuit. Reconnaissez-vous avoir signé les ordres d'arrestation et d'acheminement vers Drancy? Absolument pas. C'est un homme qui veut défendre son honneur. Simplement, est-ce qu'en votre âme et conscience, vous pouvez dire devant les téléspectateurs qui vous regardent que vous vous sentez absolument innocent de toutes les accusations portées contre vous? Je dis devant les 10 millions de spectateurs qui nous écoutent que je me considère exempt de toute responsabilité. Par conséquent, il part au combat. Il y a eu 10 procès périphériques. Il avait attaqué tout le monde. Il avait déposé des plaintes en dénonciation calomnieuse contre les partis civils, plusieurs fois. Il a fait des plaintes contre tous les livres qui sont parus. Il a fait des plaintes contre tous les articles. Qu'on frappe un innocent, c'est pas la première fois sur cette terre, ni dans ce monde. Mais ce qui me révolte dans cette affaire, c'est qu'on ait pu saisir pour des opérations de basse politique un sujet aussi sacré que le génocide juif. Évidemment, pour lui, il ne peut y avoir qu'une seule explication, c'est un règlement de compte politique. Et il se pose en victime. Et j'aurais été en France, durant ce XXe siècle, comment dirais-je, l'homme le plus persécuté après Dreyfus. 16 ans de procédure avant le procès, 16 ans d'instruction. Il va tout faire pour essayer d'échapper à la justice. Vous avez la conscience tranquille, M. Papon? Tout à fait. Vous avez des regrets? Aucun. Mais si c'était... J'étais un combattant à ma manière, et je reste combattant, parce que je ne déposerai pas les armes, cher M. Gisbert. Puis il y a une volonté politique. Le général de Gaulle dans un premier temps, Pompidou dans un deuxième temps, Giscard, jusqu'à Mitterrand, qui ont toujours dit ne remuons pas les mauvais souvenirs, calmons le jeu et passons à autre chose. Pourquoi la France ne demanderait-elle pas pardon des crimes et des horreurs qui ont été commises à cette époque-là, parfois en son nom? Non, la République n'a rien à voir à ça. Et j'estime, moi, en mon âme et conscience, que la France, non plus, n'en est pas responsable. Donc je ne ferai pas d'excuses au nom de la France. Oui. Le président Mitterrand ne veut pas de procès, Bousquet, Leguet, Papon, ces procès qui visent des hauts fonctionnaires de Vichy, qui jettent l'opprobre, comme il dit, sur l'ensemble de l'administration française pendant la guerre, il n'en veut pas. Vous n'avez pas encouragé des procès à l'encontre de ces gens-là? Mon point de vue, depuis de longues années,
c'est qu'il faut tenter de mettre un terme à la guerre civile permanente entre Français. Que si on mêle tous les éléments de l'histoire où les Français sont déchirés, si on n'y met pas un terme, si on n'essaie pas d'y mettre un terme, on ne se conduit pas comme il faut par rapport à la France. En fait, il y a une césure. Et la césure, elle s'appelle Jacques Chirac. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour la première fois, un président français, en l'occurrence Jacques Chirac, a admis la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Donc ça va vraiment permettre de libérer les réticences des magistrats. La volonté politique, l'opinion publique et l'institution judiciaire, tout est maintenant en place. Le 8 octobre 1997, le procès de Maurice Papon s'ouvre enfin. Il va durer 6 mois. Le GIGN qui est sur le toit du palais de justice. Les gendarmes. On sait qu'on est quand même dans un lieu extrêmement surveillé, entouré, contrôlé. Déjà, l'ambiance est donnée. On a installé des mobil-hommes avec des studios télé, studios radio, toute la presse mondiale est là. Il y a 150 journalistes accrédités. Le palais de justice ne vit que par le procès Papon. C'est un moment très fort parce que, évidemment, il y a également aussi un certain nombre de parties civiles qui sont là. Michel Slitinsky, il est là. C'est l'homme grâce à qui ce procès s'ouvre enfin. Tu l'as eu, ta victoire? C'est un combat difficile, vous devez vous en monter. On n'a pas eu que des satisfactions. On a eu des moments de grosses émotions, de peine et parfois de désespoir. Ce moment de justice, les victimes et leurs familles l'attendent depuis 16 ans. Ce procès doit être l'endroit où leurs paroles, le récit de leur souffrance sera enfin transmis de la sphère intime à l'espace public du tribunal. Et puis, il y a 25 avocats partie civile, 3 avocats côté de la défense. Parce qu'il est historique, ce procès sera intégralement filmé. Ce sont ces audiences, celles d'un procès pour crime contre l'humanité, qui sont aujourd'hui exceptionnellement accessibles au grand public. Le crime contre l'humanité, c'est en fait un crime de droit commun. Ça peut être un meurtre, une déportation, un viol, des persécutions, mais qui sont exécutés en vertu d'un plan concerté étatique et visant des populations civiles à raison de leur race, de leur religion ou de leurs opinions politiques. Chaque Français, chacun comprend qu'on parle du crime des crimes, le plus grave des crimes, le sommet du code pénal. La cour d'assises est constituée du président Jean-Louis Castagnède, assisté par 2 juges assesseurs. Le procureur général Henri Desclos et l'avocat général Marc Robert ont la charge d'apporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Enfin, le jury populaire est composé de 9 jurés tirés au sort. Bien. Je vais ouvrir cette audience. Messieurs les photographes et les caméramans, pour me permettre de donner l'ordre de faire entrer l'accusé, je vous prie de quitter le prétoire. Dans les minutes qui ont précédé l'ouverture du procès, il s'est passé quelque chose que je n'avais jamais vu. Pas un mot, pas un murmure, pas un bavardage. On était dans ce silence de cathédrale comme dans une atmosphère de recueillement. Quand la porte s'ouvre et qu'on le voit arriver dans le box, on voit arriver un ministre.
Il est habillé comme un ministre, il a des costumes de ministre, il parle comme un ministre. On a l'impression d'être dans un conseil des ministres. Il arrive, il porte beau. C'est un beau vieillard, hein. Il est droit comme un i, il est élégant, il a sa rosette à la boutonnière, il a son dossier qui est prêt, il vient pour argumenter, pour se battre, quoi. C'est pas l'accusé qu'on a l'habitude de voir dans un box de cour d'assises, quoi. Hein. Quel est votre nom, votre prénom, votre âge, votre âge, Maurice, 87 ans, votre profession, retraité. Bien, je vous prie de vous asseoir. Il s'assied extrêmement à l'aise, mais il y a absolument dans ce regard rien du tout, si je me souviens bien, d'angoissé, un homme extrêmement satisfait de lui. Rien n'a été fait pour aménager les conditions de détention de celui qui, depuis hier soir, est le plus vieux prisonnier du monde. Dès la première minute d'audience, Maître Varro provoque un coup de théâtre. L'avocat réclame la mise en liberté de l'accusé. Il produit un rapport médical attestant de la fragilité cardiaque de Maurice Papon. C'est un choc pour le président et les assesseurs qui ne s'attendaient probablement pas à cette requête. C'est un choc pour les victimes qui sont là et qui se disent il vient à peine d'être incarcéré, il demande déjà à sortir de détention. Et si jamais il devait ne pas survivre dans les jours qui siennent, je le dis solennellement, sa famille et ses avocats poursuivront toutes les responsabilités encourues par ce qui constitue un traitement inhumain. Remettre Maurice Papon en liberté serait, je le dis comme je le pense, transformer Maurice Papon en une sorte de témoin d'un procès qui deviendrait à certains écarts virtuel. Il s'agirait d'une blessure au droit et d'une injure aux victimes. Le coup de théâtre à Bordeaux dans le procès Papon sur décision de la cour d'assises. Maurice Papon comparaîtra libre tout au long de l'audience. Raison invoquée, la santé de Maurice Papon et la durée du procès. La décision qui a été rendue a été un coup de massue. Un coup de massue. Et liberté totale, mais vous vous rendez pas compte? Mais c'est un scandale, à mon avis, qu'il n'y a pas eu depuis des centaines d'années en France. Je trouve scandaleux. Cette décision, je la trouve scandaleuse. C'est aussi un mauvais signe parce que si Maurice Papon est condamné à la fin de son procès, la Cour n'a pas la possibilité de délivrer un mandat de dépôt. Donc il sera condamné, mais il n'ira pas en détention. Tout au moins dans un premier temps. Comparaître en homme libre, c'est des points pour la défense, évidemment. Évidemment, vous n'avez plus la même image. Les possibilités d'un acquittement sont rehaussées de plusieurs crans. Donc tout le monde sait ce que ça veut dire. Tout ça fait qu'effectivement, le procès commence mal et on comprend pourquoi certains avocats vont se montrer d'emblée très agressifs. Maître Klarsfeld, vous voulez demander la parole? Oui, Monsieur le Président. Et au nom du parti civil que je représente, à qui vous devez le triste honneur de présider cette salle, eh bien, je déclare que nous nous retirons d'un procès qui perd son sens, vu que l'accusé est mis en liberté et que l'issue ne fait pas de doute, même s'il y a condamnation, que l'accusé ne sera pas mis en prison. Donc, vous avez pris la responsabilité de cette décision, eh bien, vous l'assumez. Il est parti de l'audience en disant qu'il n'y reviendrait plus. Dès l'instant où il est libéré, là, Papon, il commence à croire en son possible acquittement. Il est dans une autre perspective, une perspective de combat. Alors, ce qui a par contre été quelque peu choquant, c'est que de la prison à laquelle il a échappé, Papon est passé directement à un hôtel étoilé avec restaurant gastronomique. Des magistrats lucides et courageux ont conduit Papon à la cour d'assises et à la prison pour quelques heures.
Un autre magistrat a conduit Maurice Papon vers un relais château 4 étoiles et apparemment vers la liberté, quelle que soit la condamnation. On a une stratégie qui est la stratégie de représenter l'opinion publique et la pression sur le tribunal, d'être là au nom des victimes. Évidemment qu'on fait équipe commune et que je ne fais rien sans l'accord et l'appui de Serge. Oui, nous nous rencontrons souvent pendant les interruptions d'audience et donc on travaille en équipe, quoi. Maître Katzberg, je vais vous dire une chose. Il ne m'échappe pas que parmi le public qui est ici devant moi, se trouvent ceux, précisément, qui ont souffert de l'ignominie. Il ne m'échappe pas que le souvenir du malheur est encore le malheur. Il ne m'échappe pas que le cri de la douleur est souvent le plus difficile à étouffer. C'est pour toutes ces raisons, Maître Klasfeld, que je n'ai pas donné acte, l'autre jour, de ce qui apparaissait manifestement comme un désistement, laissant pour conséquence ou pour seule conséquence à votre sortie que des conséquences médiatiques, sans qu'elles en aient sur le plan de la procédure, qui est le seul terrain qui m'intéresse. C'est donc dans ce climat de grande tension et suspicion que le président Castagnède débute l'examen des 8 actes d'accusation. Chaque acte est lié au départ d'un convoi de Juifs déportés jusqu'au camp de Drancy, avant leur extermination à Auschwitz. Il s'agit des convois du 18 juillet 1942, 161 personnes, 26 août 1942, 443 personnes, 21 septembre 1942, 71 personnes, 26 octobre 1942, 73 personnes, 2 février 1943, 107 personnes, 7 juin 1943, 34 personnes, 25 novembre 1943, 92 personnes, 30 décembre 1943, 136 personnes, 12 janvier 1944, 317 personnes, 13 mai 1944, 50 personnes. La question qui se pose, c'est qu'a fait Maurice Papon pour faciliter le départ des trains? Le 1er juin 1942, Maurice Papon, âgé de 31 ans, est nommé secrétaire général de la préfecture de la Gironde. Il seconde le préfet régional Maurice Sabatier. Les deux hommes se connaissent bien, ils ont travaillé ensemble au ministère de l'Intérieur à Vichy. Le jeune fonctionnaire prend son poste dans une ville située en zone occupée sous le contrôle de plusieurs milliers de soldats allemands. Le maire de Bordeaux, l'ancien socialiste Adrien Marquet, est un pétainiste convaincu. Au poste de ministre de l'Intérieur de Vichy, il a milité pour la mise en place d'un statut des Juifs. Depuis octobre 1940, ce statut interdit aux Juifs les métiers de la fonction publique, de l'enseignement et la plupart des professions liées à la finance, à la culture et à la presse. Dans chaque préfecture est installé un bureau des questions juives afin de procéder au recensement et au fichage des populations. Le service des questions juives, c'est tout de même un service qui devait effectivement contrôler les juifs, les ficher, contrôler les toiles jaunes, spolier les biens juifs. Celui de la préfecture de Bordeaux est placé sous l'autorité de Maurice Papon. Il est constitué de 2 rédactrices, de 2 secrétaires et d'un chef de service, Pierre Garat. Maurice Papon est très jeune et donc il est déjà arrivé à un poste très élevé. Le secrétaire général, c'est vraiment, et pas spécialement à l'époque, toujours maintenant, le préfet bis, c'est-à-dire quand le préfet est absent du département, c'est le secrétaire général qui joue le rôle de préfet. Donc il n'y a aucun doute, c'est le chef des services administratifs de la préfecture, de tous les services administratifs.
En tant que secrétaire général, il a sous son autorité des délégations de signature sur un certain nombre de services, et notamment, et c'est là où le bas blesse, c'est ce qui fondera d'ailleurs l'accusation, il a autorité et délégation de signature sur le service des questions juives. Le 2 juillet, la préfecture reçoit un ordre signé du chef de la Gestapo de Bordeaux. Fraîchement nommé, Maurice Papon fait face à l'injonction allemande. Faire arrêter par les autorités françaises tous les juifs âgés de 16 à 45 ans, les Allemands menaçant de représailles, les fonctionnaires n'acceptant pas de collaborer. Voici donc ce document qui arrive au sein de la préfecture. L'ordre allemand, conservé dans les archives de la préfecture, est le premier document présenté devant le jury. Lorsque ces injonctions allemandes sont arrivées le 2 juillet, ça a été, en tout cas pour moi, je n'ai pas qualité de parler pour les autres, ça a été une stupéfaction. Et il y a en tout cas une chose qu'on savait, c'est que les militaires allemands étaient capables de tout. Alors, quel est le devoir? Ben, le devoir, c'est de ne pas abandonner ceux qui sont en danger. Il faut essayer de faire écran. Il faut essayer d'amortir les chocs. Il faut essayer de sauver ce qui peut l'être, tout risque pris, et même en l'absence de tout espoir. Et c'est en tout cas ce dilemme qui m'a saisi. Ne rien faire, ne rien promettre en attendant. C'est ce qu'annote le préfet Sabatier après avoir interrogé le ministère de l'Intérieur le soir même du 2 juillet. Ne rien faire, ne rien promettre en attendant. Voilà. Malgré la recommandation du préfet, les documents produits durant le procès attestent de l'initiative prise par le Bureau des questions juives. Dès le lendemain, le chef du bureau, Pierre Garat, rédige une note détaillant les moyens nécessaires à l'organisation d'une rafle, dont la constitution d'une liste de personnes à arrêter. Note que signera son supérieur, Maurice Papon. C'est le premier document qui engage la responsabilité de l'accusé. Et je vais donc faire diffuser la cote D184, qui est la note que vous admettez avoir signée. Vous l'admettez. Vous l'avez toujours dit, mais enfin, il est bon que ce soit clair. Maurice Papon est jugé pour complicité. Il n'est pas jugé comme auteur principal. Il a prêté aide et assistance, et il a favorisé, et il a permis l'accomplissement d'un crime. Quelle est l'aide et l'assistance caractérisant la complicité qu'il a apportée aux forces d'occupation nazies? Quel a été son rôle? Eh bien, ce rôle, il est matérialisé par toute une série de documents écrits et qui portent sa signature. Un papier peut être un acte criminel, puisque c'était ça qu'il fallait démontrer. Objet, arrestation de juifs. L'exécution de ces mesures soulève les difficultés suivantes. Premièrement, établissement des listes après examen minutieux de chaque dossier, entre parenthèses, travail en cours. Mais lorsqu'on écrit travail en cours, ça veut dire qu'on s'est mis à l'ouvrage. Ça veut dire qu'on s'est mis à l'ouvrage, oui. Pourquoi s'est-on mis à l'ouvrage? Ça, c'est la réaction du fonctionnaire qui fait son boulot. Si M. Garat écrit qu'il est en train d'établir des fiches, travail en cours, c'est qu'il le fait. Oui, j'imagine, mais moi j'ai interprété cette opération comme consistant à partir d'une liste donnée. Cette liste donnée, il y a plusieurs hypothèses. D'accord. De faire des paquets de 10 personnes pour être distribués aux policiers qui vont être responsables de l'exécution de l'arrestation. Votre interprétation des ordres allemands, c'était de faire ça. C'était de faire des paquets de 10 pour les listes. Voilà.
C'est la première fois que mais j'avais sans doute mal vu cette question, hein, mais c'est la première fois que je crois comprendre de vos propos que le rôle du service des questions juives s'est limité à établir, à partir d'un fichier indéterminé, des listes de 10 personnes pour pouvoir les distribuer aux policiers. Comme les Allemands n'ont rien, ils font confiance au service français, et c'est la préfecture, le service de Papon, qui a les fichiers. Les noms, les adresses, les professions de tout le monde. On ne peut pas déporter les gens s'il n'y a pas de liste. Et les listes, elles sont faites où? Au service des questions juives dans la préfecture de la Charente. Dans la suite du document signé par Papon, le service des questions juives envisage la mise en place de convois, du ravitaillement pour 5 jours de voyage et le bouclage des voies de communication. Rien ne semble laissé au hasard. Qu'est-ce que connaissait M. Garat en matière de rafle et de bouclage? Pour songer qu'il fallait faire des barrages dans les gares, surveiller les gares. Ça participait de ses attributions, c'était son métier. Ou quelqu'un lui a-t-il soufflé? Comment a-t-il pu avoir cette idée particulière, lui? Ça, c'est bien possible qu'on lui ait soufflé. Moi, je n'en sais rien. Je n'étais pas là lorsque M. Garat a rédigé sa note. Non, mais Maurice Papon, ça, vous l'avez signé, par contre. Il est dans une position de négation des faits, de déni, c'est-à-dire qu'en fait, il reporte sur les autres les responsabilités qu'il a eues lui-même. Le même jour, 3 juillet, vous signez un autre document. Vous me direz que vous en avez signé sans doute beaucoup ce jour-là. Dans cette note interne, Maurice Papon ordonne à tous les services de faciliter le travail de son subordonné Pierre Garat, qu'il a chargé d'une mission spéciale. Pour le préfet régional, le secrétaire général, Maurice Papon. Le préfet Sabatier que vous avez rencontré le 2, à 19h, lui, il a écrit « Ne rien faire, ne rien promettre ». Est-ce que vous avez estimé malgré tout qu'il y avait une urgence particulière à donner cette habilitation particulière à Pierre Garat aux fins que vous venez de développer? C'est la réaction bureaucratique, mais qui n'engageait pas les événements et qui n'impliquait aucune espèce d'opération. Bien, bien. Vous prenez des dispositions pour l'avenir, par conséquent. S'il doit y avoir un avenir. Ben justement. Le 4 juillet, une nouvelle étape est franchie. Le commissaire Téchouer, qui sera chargé d'organiser la rafle, s'installe dans les bureaux de la préfecture, à l'étage même du secrétariat général. Là encore, Maurice Papon se défausse, à la fois sur son subordonné et sur son supérieur. À la lecture du dossier, j'apparais effectivement, le secrétaire général est largement court-circuité. Même pour vous imposer dans un service dont vous êtes directement le responsable, où vous avez autorité directe, un fonctionnaire de police, même pour transformer ce service finalement en PC opérationnel de la rafle, je pense quand même qu'on a peut-être dû vous demander votre avis. Dès le début, l'affaire est prise en main par les services de police. C'est bien les services de police qui étaient chargés de cette malheureuse opération. Parallèlement, à Vichy, Karl Auberg, chef des SS en France, et René Bousquet, secrétaire général de la police, négocient un accord. La police française participera aux arrestations de juifs, mais uniquement s'ils sont étrangers, excluant dans un premier temps les Français de confession juive. Le préfet Sabatier revient à Bordeaux avec ces informations. Mais les Allemands réclament quand même des Juifs français, notamment ceux arrêtés pour avoir franchi la ligne de démarcation qu'ils considèrent comme des hors-la-loi. Le 15 juillet, dans la nuit, la police française débute la rafle.
70 personnes sont arrêtées dans le département de la Gironde et 76 dans les départements voisins. Parmi eux, 23 enfants de moins de 15 ans. Le lendemain, Pierre Garat, sous le couvert du secrétaire général, dresse un compte-rendu satisfait de la rafle à destination du préfet Sabatier, l'informant que 70% des personnes visées ont été arrêtées. L'opération s'est passée sans incident et l'autorité allemande a témoigné sa satisfaction des conditions générales dans lesquelles elle s'est déroulée. Vous savez que si l'on regarde un certain nombre de statistiques sur les rafles qui ont été opérées en juillet 1942, et notamment la rafle du Veldiv, qui a été faite avec des moyens considérables et sous un contrôle allemand extrêmement important, eh bien nous arrivons à des pourcentages de réussite bien inférieurs à ceux de Bordeaux, de l'ordre exactement de 40% pour Paris. En dépit de votre réflexion, le Veldiv ne sera pas un exemple pour moi. Je ne vois pas en quoi il pourrait être un exemple, effectivement. Ouais. Je dis simplement que 70% dans une rafle à Bordeaux en juillet 42, il n'y a pas de quoi se vanter. Oui, eh bien, si vous aviez été à ma place, j'aurais aimé voir ce que vous auriez fait. Oui, bien sûr. Et expliquez-moi quand même pourquoi ce message de satisfaction qui est signé par le préfet et qui est adressé à l'intendant de police quelques jours après la rafle, eh bien pourquoi il est établi sur votre papier en tête? Ça, je ne sais rien. Parce que ça a dû être préparé par Garat, probablement. Ah, je ne pense pas, parce que c'est secrétariat général, secrétariat, c'est-à-dire votre propre secrétariat. Donc tout laisse à croire que c'est vous qui avez préparé ce message de félicitations à la tendance. Non, c'est pas mon style. Mais c'est votre secrétariat. Je suis navré. Mais c'est quand même votre secrétariat. Eh ben, c'est peut-être mon secrétariat. C'est votre secrétariat. Eh ben, alors, donc le secrétariat prend quand même beaucoup d'initiatives. Il faut condamner mon secrétariat. Allez. Les secrétaires. Elles sont les petites mains du bureau des questions juives. Elles ont tapé des listes, manipulé des fichiers, transmis des documents. Mademoiselle Hippolyte était sténodactylo. Madame Bonnecase était rédactrice, tout comme Madame Gorge. Elles étaient âgées de 17 à 25 ans et travaillaient toutes au service de Pierre Garat. Bon, il va de soi que j'étais jeune, naïve, inexpérimentée, sans aucune conscience politique, et que j'étais loin d'imaginer que les responsabilités qu'avait ce service des questions juives, ces responsabilités aboutissaient aux atrocités dont il est question dans ce procès. En 81, quand la procédure a commencé, je me suis sentie concernée, indirectement concernée, et presque coupable d'avoir appartenu à ce service et d'avoir assumé la fonction subalterne qui était la mienne. Et c'est pour ça que je vous ai écrit, Monsieur le Président, pour vous dire ce que je savais, ce que j'ai vécu et ce que ma mémoire veut bien me restituer. Leur témoignage va permettre à la Cour d'entrer dans la réalité des deux pièces qui constituent le bureau des questions juives. Le premier bureau que j'ai connu était situé au 2e étage. Donc, arrivé au premier étage, à droite, on laissait le cabinet du préfet, du directeur de cabinet, du secrétaire général. Je tournais à gauche pour aller au service des questions juives. Il fallait le trouver, ce service, il est tout à fait au fond d'un couloir. Puis il y avait écrit « Service des Juifs » avec une flèche. Donc, arrivé à l'étage, il y avait 2 bureaux, celui de M. Garat et de sa secrétaire Mme Echen, et à côté, le bureau des autres employés, à savoir 2 rédactrices et 2 sténos, dont j'étais. Est-ce que vous avez entendu parler d'un fichier
Ben oui, elle s'occupait des fichiers. Qu'est-ce que c'était ce fichier, ces fichiers? Ah ben ces fichiers, ils étaient classés par lettre alphabétique, parce que quand même, j'y allais aussi parfois, si on me demandait la fiche de l'un ou de l'autre. Donc ces fichiers étaient classés par lettre alphabétique, et si je me souviens bien, par commune. Mais là, je fais une petite par lettre alphabétique, ça c'est certain. Et bien entendu, nous parlons de fichiers de juifs. Bien sûr, bien sûr. Et ils servaient à quoi? Est-ce que vous avez une idée de l'utilisation de ces fichiers? Ben, ils servaient, j'imagine encore, je dis bien, lorsqu'on a fait ces listes pour arrêter les gens, pour ces convois, il fallait bien qu'on sorte les fiches, il fallait bien qu'on travaille dessus. C'était l'élément essentiel pour faire ces listes-là. Et qui s'en servait le plus souvent dans le bureau? M. Garat, c'était pas nous. Alors ça se présentait matériellement comment? Parce que la question précise est celle-là. Matériellement, c'était dans une espèce de boîte où il y avait des fiches. Il me semble me souvenir qu'elles étaient vertes. Moi, je n'ai compris qu'il partait que sur le fichier des Juifs. Car le fichier des Juifs comportait, outre l'état civil des intéressés, il comportait au bas Mérignac telle date, et éventuellement Drancy telle date. Une fois, j'ai vu Garat qui était vraiment effondré et qui a dit « quel sale boulot ». Alors, il est arrivé qu'on ait fait une ou deux listes. Une ou deux listes de personnes dont on savait qui allaient partir. Ça se faisait à partir de quoi? De quelle façon? À quel moment? C'était des listes qui étaient faites pour qui? À quel usage? La liste que nous avons faite, c'était pour, bien sûr, que les Juifs soient amenés à la gare, au moins. Qui vous a donné les noms en question? Le chef de service. Je suis allée, on m'avait envoyé 3 ou 4 fois à la police allemande au Bouscat, dans ce château. Et donc j'allais là-bas porter des plis fermés, je pense urgents ou confidentiels, puisqu'on m'y envoyait. Et je pense que ma visite était attendue, parce que ça se passait très simplement. J'arrivais, il y avait 2 policiers de chaque côté de la grille. Je rentrais et je devais murmurer préfecture ou M. Papon ou M. Garat, ça je ne peux pas le préciser. Et un officier, je rentrais dans le château, tout de suite à droite, un officier me disait quelques mots en français et me prenait mon pli, je repartais comme j'étais venue. Et ça, c'est un souvenir que j'ai du mal à effacer. Je ne sais plus passer au Bouscat devant ce château sans me rappeler que je suis venue porter des plis là. Vous n'avez rien dit du secrétaire général? Vous ne le voyez pas? Vous ne le rencontriez pas? Je pense que le secrétaire général, ou que M. Garat travaillait la main dans la main avec le secrétaire général, tout simplement, parce que, excusez-moi, mais c'était comme ça qu'on s'exprimait. Est-ce que Papon a lu? Est-ce que Papon a signé? C'était le refrain courant, donc... Parce que c'était le principal interlocuteur de Garat. Oui, puis il chapeautait quand même une majorité de services, pour ne pas dire tous, donc obligatoirement tout le monde avait affaire à lui. Cette liste, j'ai bien compris, c'est une liste qui était préparatoire à un convoi. Voilà. Pour la gare, vous avez dit. Un convoi, d'accord. Donc nous avons au moins la preuve qu'une fois le service des questions juives a préparé, je ne dis pas que ce soit vous, Garat, vous disiez, avait préparé une liste pour un convoi, d'accord. Mais à part cet exemple, est-ce que vous avez d'autres souvenirs concernant les rafles et les convois? C'est quelque chose qui doit marquer, qui doit frapper, surtout a posteriori. Ces réquisitions de bus pour aller du camp de Mérignac à la gare, ces préparations du train. Ah non, alors là, ça, je n'en sais rien. Là, je peux dire, je ne sais absolument pas. Vous ne savez rien sur quoi? Non. Attendez, sur quoi? Par exemple, vous parlez de bus pour Mérignac, etc., etc. Écoutez, madame, je ne veux pas vous contredire, mais enfin, j'ai ici 4 pièces du 26 octobre 1942 qui sont des réquisitions à la compagnie des bus de Bordeaux. Réquisitions signées M. Gorge.
Ah ben c'est possible. Alors, c'est possible, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je me Transport rappelle juif pour pas la qui c'est tout. préfecture, au garage Pichet, Mérignac-Gare. Eh ben, oui, eh ben, je regrette, pourtant je n'ai pas une nature à mentir, et si je dis ça, Mais- c'est parce que je ne me rappelle pas. Je ne dis pas du tout, madame, que vous mentiez. Je dis que malheureusement, peut-être la réalité était moins belle qu'aujourd'hui. Eh bien, si c'est écrit, c'est écrit. Voilà. Je vous remercie, madame. Les transports. C'est par la logistique que la défense de Maurice Papon va de nouveau être fragilisée. Une note du 18 juillet signée de sa main confirme l'allocation de wagons pouvant accueillir 200 voyageurs à destination de Drancy. Mais la seule observation que j'ai à faire, Monsieur le Président, c'est qu'à tout prendre, il fallait mieux affréter des wagons de voyageurs que des wagons de marchandises, comme l'avaient exigé les Allemands dans leur ordre initial. Et je ne pense pas qu'un geste comme ça soit constitutif d'un crime contre l'humanité. Un peu de silence. Un peu de silence. Le convoi quitte la gare Saint-Jean le 18 juillet à 8h53 en portant 172 personnes vers Drancy. 72 heures plus tard, ce sera Auschwitz. Pour le Bureau des questions juives se pose maintenant la question des enfants de moins de 15 ans, désormais sans parents. Leur placement dans des familles d'accueil devient une urgence. Comment les choses matériellement se sont-elles présentées? Le Bureau des questions juives s'est préoccupé, avec le grand rabbin, de rechercher parents ou amis acceptant la prise en charge des enfants. Oui. Est-ce que vous-même, vous avez eu une part particulière dans le traitement de cette question? Oui. La consigne donnée était d'ailleurs très nette. Il faut mettre ces enfants à l'abri d'une manière sérieuse et définitive. Sérieuse et définitive. La préfecture savait où étaient les enfants. Ah, parfaitement. Bien. Elle avait donc connaissance des adresses des personnes qui avaient ces enfants. C'est bien ça? Il y avait la préfecture et le grand rabbin qui étaient naturellement au fait de la question. D'accord. Mais en voulant apporter trop de détails à son rôle supposé de sauveur d'enfants, Maurice Papon va construire un récit qui va bientôt se retourner contre lui. Oui, je connais bien l'affaire Grimbert, parce qu'il y avait une petite Grimbert qui s'appelait Nicole et qui avait à l'époque 3 ans. Et c'était épouvantable. Nous avons littéralement arraché cette petite enfant de 3 ans des mains de sa mère pour la mettre à l'abri. Et fort heureusement pour elle, puisque la mère et la fille aînée ont été effectivement déportées et ne sont jamais revenues. Mais on peut faire procès. De quel droit avions-nous de séparer la petite fille des parents? Nous l'avons fait précisément pour sauvegarder la vie de la petite de 3 ans. J'avoue à mi-voix que j'ai trouvé parmi les poursuivants, contre moi, Nicole Imbert que j'avais sauvé. Mais enfin, je n'en parle plus parce que je crois que Nicole Imbert a disparu. Je crois qu'il vaut mieux que vous n'en parliez plus, Maurice Papon, parce que vraiment, elle est morte. Vous venez de passer... C'est presque les larmes viennent aux yeux tellement... Enfin, je vais verser au dossier des lettres. C'est les lettres de Jeanne Grimbert. Malheureusement pour vous, elle a écrit, Jeanne Grimbert. Parce que Nicole Grimbert a été placée par les Allemands chez les Bonnes Sœurs dès le 4 juin. J'attends de votre lettre pour savoir quoi faire avec Nicole, pauvre petite adorée. Je ne l'ai pas revue. J'aimerais tant la savoir avec vous. Quelle honte, Maurice Papon, vraiment. Quelle honte, ça je vous le dis.
Sincèrement, vous passez les d'avoir bornes de l'humanité. Une seconde, Maurice Papon, là vraiment une seconde. Bah, je vous en prie. Lettre de Jeanne Grimbert du 23 juin. Comment? Ma chère petite maman, mes chers tous, je serai heureuse lorsque ma petite Nicole chérie sera auprès de vous. Dites-lui bien à ma chérie que je suis contente, que ce soit moi et pas elle. À son âge, ce serait trop triste, pauvre bonne petite, qu'elle soit courageuse et patiente. Donc vous osez dire que vous avez arraché cette petite de la main de sa mère qui ne voulait pas, alors que la mère ne voulait qu'une chose, c'est qu'elle aille en zone libre? Comment vous osez? Comment? Vous vous êtes dit, ce n'est pas la mère qui me contredira, elle a été déportée à Auschwitz, elle n'est pas revenue. Et vous êtes dit, Nicole, elle avait 2 ans, elle ne peut pas se rappeler, alors on peut mentir sans risque. Eh bien oui, risque il y avait, Maurice Papon, et vous êtes fait prendre, et ça révèle vraiment votre caractère. La dernière pièce de la mécanique qui se referme sur le haut fonctionnaire a les traits de Nicole Grimbert. La petite fille que Papon affirme avoir sauvée et qu'il pense disparue. D'abord, je voudrais revenir évidemment sur les propos tenus par M. Papon, qui se sont avérés totalement faux. C'est prouvé. Et c'est prouvé grâce aux lettres remarquables écrites par ma mère. Je pense aussi que la manière dont les choses ont été présentées par M. Papon ont porté atteinte, enfin du moins il a voulu porter atteinte à la mémoire sacrée de ma mère et de ma sœur. Je voudrais, à l'occasion de cette dramatique affaire, m'exprimer d'une manière très directe, si vous permettez. Car c'est une rude épreuve que de labourer les souvenirs vieux d'un demi-siècle. Et c'est une rude épreuve que de labourer la mémoire d'un homme de 87 ans. Serais-je coupable de ne pas éclairer un souvenir de 56 ans? La mémoire, l'oubli et la culpabilité. Après cette confrontation, Maurice Papon va devoir entendre le témoignage des victimes de ces actes et peut-être prendre conscience de l'anéantissement de dizaines de vies par le pouvoir de sa seule signature.